Alors quand on veut comprendre ce que veulent les femmes, ce que désirent les femmes, on a deux stratégies. Soit on la joue à la Diego Morissou, la stratégie Diego Morissou, on va demander aux filles ce qu'elles aiment. Soit on va s'intéresser à ce qu'elles font, à ce qu'elles lisent. Il faut savoir que la littérature érotique, ça représente 1,37 milliard de chiffre d'affaires en dollars en 2008. Ça représente 52% du marché du livre aux États-Unis. Et en Amérique du Nord, 75 millions de personnes en 2008 ont lu un roman érotique. 90% de ces personnes-là étaient des femmes. On a là des livres qui sont écrits par des femmes pour des femmes. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux pour comprendre comment fonctionnent les nanas, ce qu'elles désirent. Du moins, comment fonctionnent ces millions de femmes. Je ne dis pas que c'est représentatif de toutes les femmes. Alors, précisons que ces histoires-là, ces romans érotiques, sont écrits pour vendre, pour se vendre auprès de cet énorme marché. Donc tout va être agencé de sorte à ce que les femmes achètent ces bouquins, à ce qu'elles les achètent, à ce qu'elles en parlent à leurs copines, à ce qu'elles en rachètent de nouveau. Tout faire pour que l'image soit attirante, pour que le titre soit excitant, pour que les quatrièmes de couverture donnent envie d'en savoir plus. Et je vais vous lire des quatrièmes de couverture pour qu'on puisse analyser les mots-clés. Alors l'histoire type, vous allez avoir déjà une héroïne qui est plutôt décrite comme étant une personne naïve, un petit peu innocente, mais sans pour autant être bête. C'est souvent une fille un petit peu assez vive d'esprit, un petit peu intelligente, qui n'est pas non plus, qui est loin d'être parfaite. Il faut que la majorité des femmes puissent se représenter en elle, puissent s'identifier à elle. C'est une jeune fille qui est souvent décrite comme étant prude, innocente, un peu timide sur les bords et parfois très souvent vierge même. On a souvent des exemples où elles sont vierges, d'ailleurs 50 nuances degrés. L'actrice, la personnage principale est vierge. Je rappelle 50 nuances degrés, 7,2 millions d'exemplaires vendus en France. Alors ce personnage, ce héros, il a une personnalité assez spéciale, il a un caractère assez spécial, je vais vous expliquer de quelle manière. Déjà, c'est un mec viril, ça on pouvait s'y attendre à part des femmes. Deuxième chose, il a un excès de confiance en lui et en ses propres compétences. C'est quelqu'un avec un gros ego, un ego surdimensionné, qui l'amène même à l'arrogance. Il en devient insupportable, totalement insupportable, et ce qui contraste d'ailleurs beaucoup avec l'humilité et la pudeur et la timidité de la jeune femme. Jeune femme oui, parce que souvent elles sont un peu plus jeunes que le héros, il est souvent plus vieux qu'elle. C'est quelqu'un qui est décrit comme étant émotionnellement inaccessible, très fermé, froid, sombre, mystérieux, ne montre pas ses sentiments, ses émotions. Mr. Darcy dans Jane Austen, le Mr. Darcy dans le bouquin de Jane Austen, Orgueil et préjugés, en est un bon exemple, si vous connaissez. Et enfin, c'est un parfait salaud. C'est quelqu'un d'extrêmement égoïste qui ne pense qu'à sa gueule, cynique, manipulateur. Ça, ce sont les mots-clés qu'on retrouve dans les quatrièmes de couverture. Je ne fais que prendre les mots-clés et je vais vous lire aussi des quatrièmes de couverture. Mais cette cruauté, cette méchanceté qu'il a en lui, cet égoïsme est toujours justifié par un événement traumatisant. Alors soit ça peut être une enfance difficile, ça peut être le décès d'un proche, ça peut être le fait d'avoir eu le cœur brisé par des femmes, et ça justifierait donc sa misogynie. Et je vais vous lire des exemples pour que vous compreniez. Donc par exemple, Adopted Love, Gala Alexia, le personnage principal est un jeune bad boy orphelin, écorché par la fille qui traîne de foyer en foyer. Donc ici, c'est parce que c'était un orphelin. Alors il y en a une autre où un jeu risqué d'Alex Nichols, où là cette fois il y a une séparation difficile avec la mère de son fils, du coup Zach ne recherche plus l'amour. Darkman in Love, le lien si particulier qui l'unissait à ses frères se brise totalement quand l'un des triplés meurt. Déchiré, horrifié et furieux, Aaron est pris dans une spirale de destruction et de dégoût des êtres humains, des femmes en particulier. Sauf qu'il y a Ashley, sa nouvelle voisine, solide et fragile à la fois. La jeune femme va bousculer le quotidien, perturber les nuits et faire voler en éclats les fermes résolutions d'Aaron. Voilà. Alors au début, l'héroïne a toutes les raisons de détester ce personnage principal ou d'en avoir peur, ça dépend des cadres. Mais elle lui reconnaît un certain charme, toujours. Et surtout une certaine puissance. Et c'est ça qui rend le personnage si attrayant, c'est qu'il a... sa puissance peut s'exprimer de plein de manières différentes. Alors dans un premier temps par de la richesse, il faut l'avouer, il y a beaucoup de personnages principaux qui sont riches. Il y a des médecins, il y a des patrons, il y a des rois, des princes, des millionnaires, des traders, mais pas que.
Il y a aussi beaucoup de voyous, de bad boys, d'artistes paumés, d'anciens soldats, de cow-boys. Alors sa puissance peut s'exprimer évidemment physiquement, il est grand, il est fort, il est musclé, etc. Alors sa puissance peut aussi s'exprimer à travers l'attirance qu'il suscite auprès des femmes. C'est un playboy, c'est un homme à femme, mais évidemment il ne s'attache jamais à aucune femme. Cette puissance peut s'exprimer à travers sa violence avec les autres. Il est fort, il est violent, il est dangereux. Il peut avoir aussi une forme de puissance intellectuelle, donc il est plus intelligent que les autres, plus malin que les autres, plus manipulateur, plus cynique, plus cruel que les autres. Il peut être puissant au niveau de son prestige, de sa popularité, les gens l'aiment, il est connu, il est reconnu pour son talent. Ou alors enfin, le paroxysme de la puissance, c'est-à-dire le paranormal. C'est un vampire ou un loup-garou. Alors là, on ne peut pas faire plus puissant, c'est vraiment le plus puissant de tous les puissants. C'est l'alpha des alphas, pour reprendre les termes des Américains. Alors je vous lis d'autres exemples de quatrième de couverture, de romans érotiques qui sont plutôt connus sur Amazon. Beautiful Bastard de Christina Loren, pour décrire le héros, donc exigeant, direct, dépourvu de tact ou d'une quelconque considération à l'égard d'autrui, il est absolument irrésistible, un salaud magnifique. Meilleurs ennemis de Sally Thorne, il est aussi froid, cynique, impitoyable, absolument détestable. Et After de Anna Todd, qui concerne même plus les jeunes a priori, les jeunes femmes. C'est un garçon qui peut se montrer cruel, grossier, ardent fume, aime faire la fête, il sait jouer de son charme pour faire succomber toutes les filles, si possible une différente chaque soir, il n'a aucun respect des règles, il est cynique, tortué, égoïste. Et alors à un moment on va y avoir un déclic, et ce héros qui était jadis décrit comme étant inaccessible va tomber fou amoureux de l'héroïne, il va tomber en obsession amoureuse, il va devenir complètement fou amoureux d'elle. Et c'est ça qui vraiment, apparemment, est l'apothéose de ce type de roman. C'est vraiment la description, l'escalade sentimentale et la description du visage au moment où il lui explique à quel point il est obsédé par elle, à quel point il ne peut pas vivre sans elle. C'est un petit peu, si vous voulez, on a un gros plan sur les émotions on a un gros plan sur les expressions émotionnelles du héros, un petit peu comme on ferait un gros plan sur les seins d'une actrice porno dans un film porno. Et on a aussi une description de ce que ressent la femme à ce moment-là. Alors ça n'exclut pas évidemment les scènes de sexe, mais contrairement aux scènes porno, aux films porno, l'orgasme n'est pas la finalité de ce genre d'histoire. La finalité, vous allez voir plus tard, c'est le mariage. Donc dans ces scènes de sexe, l'homme est toujours dominant, il est toujours entreprenant, il est au-dessus d'elle, il est brusque, parfois un peu trop, même il en devient un peu violent. Alors ça, c'est du coup, on rentre dans l'érotisme noir. Je ne vais pas trop développer parce que YouTube ça serait assez con pour me censurer pour incitation à je ne sais quoi. Mais voilà, sachez qu'il y a des scènes de kidnapping, il y a des scènes assez olé olé sexuelles. Et c'est pas parce qu'il veut être méchant avec elle, c'est surtout parce qu'il est obsédé par elle en fait. Il ne peut plus se passer d'elle. Alors je vous lis une quatrième de couverture qui va vous aider à comprendre. Mon obsession de Hannah Zaïres. Je l'ai enlevée dans la nuit, je l'ai emprisonnée car je ne peux pas vivre sans elle. Cette femme est mon amour, mon addiction, mon obsession. Alors pour ceux d'entre vous qui voudraient, les plus téméraires d'entre vous qui voudraient qu'on fasse des études de texte de l'érotisme noir, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre le club, on s'amuse bien lors des réunions le mardi soir. Alors comprendre l'attrait de nombreuses femmes pour l'érotisme noir, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi des tueurs en série ont reçu de nombreuses lettres d'amour, des mecs comme Ted Bundy, Richard Ramirez, Jeffrey Dahmer et même le trélé Henri Lucas. Tout ça, c'est évidemment lié. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite au printemps dernier sur les tueurs en série, justement. Alors on pourrait se demander pourquoi dans ces histoires, il n'y a jamais des hommes généreux, des hommes honnêtes, des hommes droits, empathiques, attentionnés, etc. Pourquoi ils ne sont jamais décrits comme ça? Si on devait faire passer à ces héros des tests de personnalité, donc le test NeoPI par exemple de la théorie du Big Five, ainsi que des tests qui mesurent les traits de la triade noire, de la personnalité, que je vais vous expliquer juste après. On verrait que ces hommes ont des scores d'agréabilité très très bas, et de deux, on verrait que les scores des traits liés à la triade noire sont élevés. Alors c'est quoi la triade noire? La triade noire, ça concerne le narcissisme, la psychopathie, le machiavélisme. Narcissisme, excès d'amour-propre, psychopathie, absence d'empathie, et machiavélisme, comportement manipulateur. Alors il y a une expérience assez intéressante qui a été menée en 2014 sur des participantes, des étudiantes, et à ces participantes, on leur présentait des portraits d'hommes
des portraits, des personnalités d'hommes, des hommes qui se décrivaient eux-mêmes. Et on demandait à ces femmes d'évaluer l'attirance qu'elles portaient à ces hommes-là. Alors il y avait deux types de portraits, il y avait des portraits normaux en fait, et il y avait des portraits qui étaient manipulés pour reprendre toutes les caractéristiques de la triade noire. Donc on a vu plus haut, cynisme, absence d'empathie, comportement manipulateur, absence de remords, ambition, désir de grandiosité, etc. Bref, toutes les descriptions de ces trois traits noirs. Et dans ces descriptions, évidemment, il n'y avait aucune référence au physique, il n'y avait aucune référence au statut social, au niveau de ressources, au niveau d'études, quoi que ce soit. C'était purement la personnalité. Et il en ressort que les femmes trouvaient plus attirants les personnalités d'hommes qui reprenaient les traits de la triade noire. Donc narcissisme, psychopathie et machiavélisme. Et il y a d'autres études qui ont confirmé ces résultats, notamment en ce qui concerne le trait narcissisme, que ce soit pour des relations à court terme, même des relations à long terme. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on demandait à ces femmes si elles envisageaient des relations amicales avec ces hommes-là, elles ne le pouvaient pas en fait. Alors maintenant, on va essayer de comprendre d'où pourrait venir cette attirance pour ces hommes qui possèdent les traits de la triade noire, psychopathie, machiavélisme, narcissique. On pourrait appeler ça des connards au final. Pourquoi cette attirance pour des connards par les femmes? On va essayer d'apporter des hypothèses. On va essayer d'apporter est-ce qu'on pourrait apporter une explication culturelle? D'ailleurs, c'est une question sincère que je vous pose. À l'ère du constructivisme social, où c'est à la mode de tout expliquer par une construction sociale, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas on peut réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il pourrait y avoir une explication culturelle à ça? Alors j'ai réfléchi un petit peu. Dites-moi si vous avez une option, c'est pas ironique. Si vous avez une explication, dites-moi. Moi, je vois rien. C'est-à-dire, j'ai regardé dans les Disney, par exemple, dans notre enfance, dans ce qu'on a regardé quand on était plus petit, dans les dessins animés. Moi, je vois des Disney où le petit garçon, du moins le héros principal, est toujours un gentil, courageux, certes, mais généreux. C'est toujours le gentil qui finit avec la princesse. Yasmine préfère Aladdin à Jafar. Dans Simba, elle sort pas avec Scar, etc. Dans les films romantiques, et Dieu sait que j'en ai regardé beaucoup quand j'étais plus jeune, en général, c'est le mec bien qui l'emporte sur l'ex-petit copain connard. C'est le connard ou le pas trop connard qui est toujours mis de côté. Je pense notamment aux films avec Hugh Grant, les films anglais avec Hugh Grant, les films romantiques. Et enfin, on imagine mal dans l'éducation des parents qui inciteraient leur jeune fille à se caser avec un connard, ou même à l'école, ça me paraît plutôt invraisemblable. Donc je vous cache pas que j'ai du mal à voir une explication sociale à cette préférence-là. Si vous en voyez une, dites-le moi ça m'intéresse. On va donc essayer de tendre vers une hypothèse un peu plus essentialiste, avec une explication pourquoi pas évolutionniste, qui est d'ailleurs la piste de réflexion mise en avant par les chercheurs pour expliquer ces résultats souvent. Moi je vais essayer de la développer un peu plus, vous allez voir. Les hommes qui possèdent ces traits de la triade noire, on a dit donc on les appelait des connards, pour simplifier, sont aussi des hommes qui savent bien se vendre, des hommes qui savent gérer au mieux leurs propres intérêts, qui font passer leurs propres intérêts avant tout, évidemment. Ce sont des hommes qui savent négocier, des hommes qui prennent des risques. Les psychopathes sont réputés pour être intrépides. Ce sont des hommes qui sont aimés, puisque un narcissique con, évidemment, il sera détesté, il sera insupportable. Mais un narcissique un peu malin et manipulateur, bon manipulateur, sera apprécié par la plupart des gens. Donc ce sont des gens qui réussissent socialement, ce sont des entre guillemets winners sociaux, et ces hommes-là possèdent de bons gènes qui pourraient être transmis aux enfants des femmes qui se reproduisent avec. Et je précise que l'avantage génétique est plus important que l'avantage matériel. Ça c'est un bad boy fauché vaut plus qu'un médecin, un gentil médecin dans les histoires érotiques. Dans la sélection sexuelle, vous avez aussi l'altruisme qui joue un rôle très important, qui est sélectionné par les femmes pour des raisons évolutionnistes différentes. C'est-à-dire que le mec bien, entre guillemets, il apporte autre chose que le connard. Le connard apporte les bons gènes, le mec bien apporte l'investissement parental, la fidélité, la stabilité, le confort. Et là, la femme, elle est face à un dilemme. Est-ce qu'elle doit se reproduire avec des connards qui pourront transmettre de bons gènes à sa progéniture, voir la théorie des sexy sons de Fisher d'ailleurs à ce sujet-là, ou alors est-ce qu'elle se reproduit avec un mec bien qui pourra apporter l'investissement parental?
Alors, dilemme peut se régler de manière très simple, hein, en se faisant féconder par le connard qui pourra apporter d'excellents gènes aux enfants, et d'un autre côté, en fondant un foyer avec le mec bien pour obtenir l'investissement parental. Voilà. Et alors vous rigolez, mais ça a été, il y a une analyse, une énorme analyse qui a démontré que dans 9 pays anglo-saxons, sur 24 000 enfants, il y avait 3% de taux de non-paternité. Ça veut dire que 3% de ces enfants-là étaient élevés par un père qui n'était pas leur père biologique. Voilà. Et il y a d'autres études qui montrent que ce taux de non-paternité, en fonction des sociétés, peut varier de 1 à 10%. Donc c'est quand même assez important. Mais bon, cette stratégie, elle n'est pas forcément très morale et du coup, c'est pas la meilleure stratégie pour une fille. La meilleure stratégie, ce serait de trouver un homme qui combine ces deux caractéristiques. Et ben dans le roman érotique, il n'y a plus besoin de choisir puisque le héros incarne une sorte d'hybride entre le mec bien et le connard. C'est-à-dire, c'est un connard fidèle en fait. C'est un connard rendu fidèle par son obsession amoureuse pour la jeune femme. Et du coup, elle obtient tout ce qu'il y a de bon dans le mec bien et tout ce qu'il y a de meilleur dans le connard. Ça permet de mieux comprendre pourquoi les femmes sont si passionnées par ce schéma classique qu'on retrouve beaucoup dans la littérature érotique, et aussi pourquoi est-ce qu'on les entend souvent se plaindre du fait que les hommes seraient tous des connards ou tous des pervers narcissiques, alors qu'en fait ces traits de personnalité-là de la triade sombre, de la triade noire, sont en fait minoritaires dans la population masculine. Voilà, à l'instar du porno qui habitue les hommes à des scénarios sexuels totalement irréalistes, les romans érotiques font croire aux femmes qu'elles peuvent transformer un loup-garou en petit copain idéal. Et enfin, je suis obligé de faire cette vidéo très vite parce que j'ai vraiment plus de batterie. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup parmi ceux qui veulent rentrer dans le club, il y en a beaucoup qui ont envie de rencontrer des gars dans leur région pour discuter philosophie, séduction, psychologie et puis même pour aller pratiquer ensemble. Je vais juste vous dire, parce qu'hier on a eu une réunion, donc j'ai demandé qui était dans quelle région. Donc je vais vous dire là où on a des philogines. On a des philogines évidemment un paquet à Paris, mais on en a aussi à Nancy, Metz, Strasbourg, Marseille, Avignon, Montpellier, Chartres, Nantes, Perpignan, Lyon, Clermont-Ferrand, Toulouse. Et on a aussi des philogines au Québec et à La Réunion. Donc si vous êtes dans ces coins-là, n'hésitez pas à rejoindre le club des philogines, vous ne serez pas tout seul dans ces régions-là. Voilà.